Donc, bonjour, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à notre conférence publique dans le cadre du séminaire du deuxième et troisième cycle François et Rachel Routhier, Entrer en vulnérabilité ou en sortir. Je vous remercie de vous être joint à nous aujourd'hui pour deux conférences. La première sur l'environnement par votre serviteur et la deuxième sur le contexte du vieillissement par notre invité spécial, le docteur Félix Pajot. Donc, de mon côté, je suis Corey Andrew Lebrac. Je suis professeur de bioéthique et d'éthique théologique à la Faculté de théologie et de sciences religieuses ici à l'Université Laval, où je suis vice-doyen et directeur de programme de deuxième et troisième cycle en théologie. C'est une grande joie d'être avec vous pour cette conférence, pour moi, sur l'environnement, qui est intéressant parce que normalement, quand je suis avec Félix, on est en train de discuter les enjeux éthiques liés au contexte de vieillissement, mais aujourd'hui, je porte un autre chapeau, donc c'est une grande joie de faire cela avec vous. Donc, le titre de ma présentation est bien « La Terre est-elle blessable ?» Donc, je reviens au fur et à mesure sur ce concept-là de blessabilité, qui est toujours, comme j'ai dit, je pense qu'au début de la session, c'est toujours problématique quand vous avez un anglophone qui est en train d'inventer des nouveaux mots en français, qui est un défi, c'est certain, mais ici, je travaille surtout avec l'origine, l'origine du mot ou bien les racines du mot, l'étymologie de la vulnérabilité qui est en latin vulnus ou vulnerare, ça veut dire blessure ou blessable. Et donc, ça va être très important pour l'orientation de ma présentation aujourd'hui. Donc, garde ça en tête, ça va être important. Je commence avec un petit contexte, peut-être, si je peux dire, au niveau de la crise écologique. Donc, si je vous demande quelles sont vos inquiétudes, vos préoccupations concernant l'état de l'environnement, ou autrement dit, c'est plutôt la question que je pose à mes élèves, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Pas pour changer votre sommeil, mais voilà, je pense que souvent, qu'est-ce que nous avons comme élément de réponse, c'est l'extinction des espèces, la qualité de l'eau, de la terre, de l'air, la surproduction des déchets, la surconsommation. On parle souvent des changements ou bien le réchauffement climatique. Et aussi, en lien avec tout cela, le mouvement de déni des changements climatiques. On parle de la destruction des milieux naturels, la surpopulation, la répartition équitable de ressources qui sont tellement limitées, la crise écologique comme facteur déclencheur de conflits armés. Puis en lien peut-être avec cela, on parle des réfugiés écologiques aussi. Je rappelle, ça fait pas longtemps, juste avant la mort de Stephen Hawking, qui est le physicien et cosmologiste britannique assez célébré, il a dit « Je ne pense pas que nous survivrons 1000 ans de plus si nous ne nous échappons pas de notre fragile planète. » Bon, un peu épeurant, peut-être pour nous, c'est pas si problématique comme 1000 ans, mais c'est un peu loin, mais en même temps, ça nous donne une autre perspective qui nous aide un peu avec cette discussion qui est devant nous, surtout avec l'urgence de la discussion. Souvent, quand on parle de la crise écologique, la première question qui est posée est qui ou quoi est à blâmer? Il y a des gens qui vont dire, bon, c'est certainement les êtres humains qui pensent qu'ils sont des maîtres et des possesseurs de la nature. Il y a des autres qui ont dit, par exemple, qu'on vient juste d'entrer dans que plutôt l'influence des activités humaines sur la Terre sont une force principale de changement sur la Terre, de la Terre, qu'on peut dire que la planète est entrée dans une nouvelle ère géologique qui s'appelle l'Anthropocène. C'est intéressant parce que ce n'est pas juste des changements, ce n'est pas juste des activités humaines sur la Terre, mais des activités négatives, des activités, comme je viens de nommer, de surconsommation, etc., d'exploitation. Donc, c'est des blessures, on peut dire, peut-être, de la Terre, et le résultat de tout ça, c'est un changement, peut-être. On peut dire que c'est un changement assez drastique de la planète. Et donc, c'est pourquoi nous avons des personnes qui vont dire qu'on vient juste d'entrer dans une nouvelle ère géologique. C'est encore un débat, c'est certain. Moi, qu'est-ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux dire, c'est d'intégrer mes intérêts comme professeur, donc mes intérêts en sciences des religions, mes intérêts en théologie,
pour décortiquer, pour présenter un peu le contexte de la crise écologique, surtout à la lumière de ce concept de la vulnérabilité. Donc, moi, j'arrive où l'approche que je vais adopter, c'est vraiment une approche plutôt théologique. Donc, c'est pas quelque chose qui est épeurant, c'est certain, mais je vais faire ça assez d'une manière assez d'une manière d'introduction, donc ça va être pas si problématique. Et je commence avec un article écrit par Lynn White. Lynn White était un professeur d'histoire médiévale à l'Université de Californie à Los Angeles. Puis il a donné une conférence en 1966 à l'Assemblée annuelle de l'American Association for the Advancement of Science. Et sa conférence était publiée l'année suivante, en 1967, dans le journal Science, qui est un journal bien connu et très important. Donc, ça veut dire quelque chose. Mais l'article intitulé « Les racines historiques de notre crise écologique » a blâmé peut-être une organisation, pas nécessairement qui est sur votre radar, comme on dit. Hein? Mais là-dedans, il dit que l'écologie humaine, donc on est quoi, 1966-67, l'écologie humaine est conditionnée en profondeur par des croyances sur notre nature et notre destinée, à savoir par la religion. Donc ça, c'est la conviction de Lynn White. Il dit que nous continuons de vivre aujourd'hui, encore une fois, en 1966-67, c'est à nous de poser la question pour notre époque, en très grande partie dans un contexte d'axiomes chrétiens. Puis il est convaincu que la religion est à blâmer pour notre crise écologique, et plutôt la religion chrétienne ou bien la tradition chrétienne, le christianisme, qu'il voit comme la tradition la plus anthropocentrique que le monde ait connue. Et c'est vraiment à cause du christianisme qu'on se trouve dans une crise écologique. C'est intéressant, non? Comme prononcement, comme conviction. Je vais prendre quelques minutes ici pour parler un peu de sa critique pour que vous avez assez de compréhension autour de tout cela. Donc, il dit, quand je lis la Bible, puis c'est bon, ça c'est où c'est un peu problématique parce que Lynn White, c'est évident qu'il a lu peut-être les premières pages de Genèse, le premier livre de la Bible, et vraiment pas plus que cela, qui est un peu problématique, mais bon, je laisse ça à part pour l'instant. Mais au niveau de l'anthropocentrisme, tu vois dans ce mot, d'homo grec, hein, l'anthropos, c'est-à-dire être humain, est centré autour de l'anthropos, donc une vision qui est centrée autour de l'être humain. Autrement dit, une vision qui place l'être humain au centre de l'univers et que la valeur de tout est mesurée selon l'utilité pour les êtres humains. Donc ça, c'est une approche anthropocentrique. Le bien de l'humanité est bien la finalité de toute chose. Donc, tout doit servir des objectifs humains. Et selon Lynn White, quand il a lu la Bible ou bien les premières lignes du livre de Genèse, il voit là-dedans qu'il y a une certaine dignité inhérente chez les êtres humains qui n'existe pas chez les autres êtres, car c'est vraiment juste les êtres humains qui sont faits à l'image, qui sont créés à l'image de Dieu. Et pour lui, c'est vraiment, donc, le livre ou bien la Bible est vraiment axée autour l'être humain qui est au centre de l'univers. Ça, c'est sa lecture biblique. Une autre chose qu'il trouve dans les textes, c'est un concept de temps linéaire et non répétitif. Hein? Donc, si tu lis, par exemple, le récit de création, tu vois un jour après l'autre. Et selon Lynn White, quand il est en train de lire ces textes-là, il voit une idée de progrès, où on voit une maîtrise une maîtrise de la Terre ou des choses créées pour notre profit. Et qu'est-ce qu'on voit, encore une fois, selon Lynn White, c'est que Dieu a gardé le meilleur pour la fin avec la création de l'être humain comme le sommet de l'univers ou bien de la création. Donc, tu vois au début la création des environnements, la lumière qui est un environnement selon la Bible, la nature, les océans, par exemple, etc. Puis après, les habitants, les plantes, les animaux et à la fin, l'être humain. Et selon Lynn White,
Ça, c'est une idée du progrès où on voit une augmentation ou bien une amélioration de la création tout au long des 6-7 jours de création. Et pour lui, ça a l'air que c'est l'être humain qui est le sommet de la création. On peut imaginer beaucoup de critiques qui étaient prononcées par les théologiens après la publication de cet article, mais je vais mettre ça à part pour l'instant. On peut dire, mais wow, minute, Corey, peut-être c'est pas la religion, ça c'est une bonne expression québécoise, peut-être c'est pas la religion qui est à blâmer, mais plutôt la science et les technologies, la technologie plutôt avec les applications qu'on voit autour de nous, qui est peut-être responsable pour la crise écologique autour de nous. Mais selon Lynn White encore, il a dit dans son article, notre science et notre technologie se sont développées à partir des attitudes chrétiennes de l'être humain envers la nature. Donc, il trace toujours la responsabilité de la crise écologique à la tradition chrétienne. Bon, on peut dire des choses ici. Une autre chose qu'il a critiquée, encore une fois, selon sa lecture assez préliminaire des premières lignes de la Bible, est un certain problème avec l'eschatologie ou la vision eschatologique qu'on voit dans les récits de création. Bon, eschatologie, ça veut dire quoi? C'est une étude des choses qui sont liées à la fin du temps. Donc, la mort, au-delà de la mort, la résurrection, etc. Puis il dit que dans la tradition chrétienne plus généralement, et qu'est-ce que je vois au niveau de ma lecture de la Bible, je vois un accent qui est mis sur le monde à venir et pas vraiment sur le monde, ce monde. Pour lui, puis il a lu quelques lignes du dernier livre de la Bible qui s'appelle la Révélation. Et là-dedans, il a l'idée que pour les chrétiens, ce monde passera à côté. Donc, il va y avoir une fin du monde. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit consacrer des efforts à protéger l'environnement ici et maintenant si ce monde passera à côté, ultimement? Pourquoi le protéger d'abord? C'est une perte de temps, une perte d'effort. Ça, c'est l'idée qu'il voit dans la tradition chrétienne. C'est problématique, c'est assez réductible, mais je vais mettre ça à part encore pour un instant. Une autre chose qu'il critique dans son article, encore une fois, selon sa lecture, c'est les hiérarchies, les dualismes qu'il trouve dans les lectures bibliques. Il voit un combat cosmique entre des couples d'opposition. Un élément est supérieur à l'autre. Donc, c'est nuit contre le jour, les hommes contre les femmes ou les êtres humains contre la nature. Ça, c'est un peu sa lecture de la Bible, encore une fois, au début de la Bible, qu'il trouve très problématique pour une vision plutôt écologique ou environnementale. Il dit encore une fois, seuls les êtres humains ont une dignité inhérente car ils sont faits à l'image de Dieu et les autres êtres ne sont pas faits à l'image de Dieu. Donc, il y a une dignité exclusive pour les êtres humains qu'on ne trouve pas chez les autres êtres de la Terre. Et selon lui, la nature était censée avoir été créée pour que l'humanité l'exploite. Ça, c'est encore une fois sa lecture. Il voit un problème aussi, il a une critique au niveau de le pouvoir de nommer qu'on trouve dans les premières pages de la Bible. Le pouvoir de nommer, donc il y a une discussion ici qui est assez ancienne, que la personne qui nomme a une certaine possession ou une certaine contrôle sur la chose ou sur l'être nommé. Donc, Dieu qui nomme Adam a un certain contrôle d'Adam. Mais c'est intéressant parce que c'est Adam qui nomme les animaux. C'est Adam qui donne le nom à Ève. Donc, ça veut dire quoi exactement ici au niveau de hiérarchie, certainement au dualisme, que Lynn White trouve très problématique pour une vision plutôt environnementale. Il critique aussi la notion que, bien que le péché soit un acte humain, mais c'est les humains et la nature qui sont punis dans la Bible. Donc, vous êtes au courant peut-être du récit du déluge, le récit de l'Arche de Noé, où les êtres sont moralement défaillants, mais c'est toute la création qui est punie par le déluge. Tous les animaux, tous les plantes, tous les autres habitants de la Terre sont punis à cause des actes humains. Et pour Lynn White, il trouve ça un peu, évidemment, problématique. On trouve dans les récits de la création aussi une certaine animosité, pas au début, il y avait une harmonie, mais à la fin, après
après le déluge, une certaine animosité entre les êtres humains et la nature et une séparation plutôt entre Dieu et la nature, Dieu et les autres êtres de la Terre. Et finalement, je vais arrêter ici avec mon petit résumé de la critique de Ellen White. Mais selon White aussi, un autre grand problème, si je peux dire, c'est le rejet chrétien de l'animisme et la désacralisation de la nature. Donc, avec la colonisation, par exemple, les colonisateurs chrétiens avaient l'objectif d'assimiler et intégrer les autres peuples en rejetant leur animisme, qui était souvent le cas, une croyance que toute chose a une âme ou un esprit. Puis avec le rejet de l'animisme, je parle surtout ici en Amérique du Nord, pour White, ça c'est aussi une indifférence à l'égard de la nature qui permet l'exploitation de la nature. Autrement dit, si l'arbre ou bien la rivière, les montagnes, etc., n'ont plus un âme ou un esprit qui sont associés à eux, mais donc ils sont tout simplement des instruments, sont tout simplement des choses qu'on peut exploiter. Ça, c'est le regard de Ellen White ou bien la critique de Ellen White du rejet chrétien de l'animisme au cours des années, surtout les années de la colonisation. C'est intéressant parce qu'après sa critique, Ellen White va dire, mais puisque les racines de nos difficultés sont pour une grande part religieuses, le remède doit être également essentiellement religieux, que nous l'applions ou non ainsi, qui est peut-être étonnant, hein, qu'il va dire, mais il faut chercher la solution parmi les communautés religieuses. Je trouve ça intéressant. Mais tout cela pour dire que c'était vraiment avec cet article de 4-5 pages, vous pouvez lire dans votre temps libre, je vais mettre le mot libre entre guillemets, mais c'est intéressant parce qu'on voit graduellement, après la publication de cet article, une émergence d'une manière ou autre de la religion et l'environnement comme discipline, comme domaine d'études dans l'université, hein, au sein de l'université. Tellement fascinant. Donc, il y avait des spécialistes en religion, nomment la religion, et les théologiens et des théologiennes qui ont écrit des réponses à Ellen White. Parfois, les théologiens et les théologiennes ont dit « Tu as tout à fait raison, Ellen White, malgré le fait que ta lecture de la Bible était un peu trop préliminaire. » Mais on est d'accord que nous avons une certaine responsabilité au niveau de la crise écologique. Il y avait aussi des autres théologiennes qui n'étaient pas du tout d'accord avec la critique de Ellen White, mais c'est là où on voit un dialogue ou bien l'émergence de la religion et l'environnement comme discipline académique. Je vous présente ici un exemple d'une de ces théologiennes éco-théologiennes qui s'appelle Sally McFague, qui est peut-être connue parmi vous autres, peut-être non, mais elle était une théologienne en résidence au Vancouver School of Theology en Colombie-Britannique pendant des années. Elle a enseigné pendant 30 ans, si je rappelle bien, à Vanderbilt, à l'Université Vanderbilt de Tennessee. Très intéressant comme éco-théologienne féministe qui a contribué à cette discussion-là. Et j'engage plutôt Sally McFague ici parce que je pense que ces mots ont beaucoup en lien avec cette question de la vulnérabilité de la Terre ou bien la blessabilité de la Terre, hein, pour moi qui est important ici. Donc, la question, est-ce que la Terre est blessable? Je pense qu'elle a beaucoup à dire sur cela. Je vais faire ça tranquillement. Donc, Sally McFague, son théologie est très métaphorique. Donc, selon McFague, on utilise les métaphores pour parler de Dieu. Hein? Donc, on parle de Dieu comme Père, on parle de Dieu comme lumière, on parle de Dieu comme amour. Puis elle dit nos modèles de Dieu, nos images de Dieu, nos descriptions de Dieu, un phénomène, une réalité, une expression assez complexe, sont souvent liées à des métaphores. Et selon Sally McFague, si les métaphores qu'on utilise pour Dieu, comme Père, par exemple, ou des images ou bien des métaphores plus militaires, s'ils sont problématiques, s'ils n'alignent pas avec nos connaissances scientifiques, par exemple, ou avec nos connaissances culturelles, etc., mais il faut les changer. Puis selon Sally McFague,
un des grands problèmes autour de nous maintenant, surtout dans le contexte théologique, c'est que on préserve des métaphores pour Dieu qui sont maintenant archaïques. Et pas juste ça, qui sont problématiques. Donc, on peut imaginer, par exemple, pour certains gens, qu'une image de Dieu, ou bien la métaphore pour Dieu, comme Dieu qui est Père, est peut-être problématique pour un nombre de gens, pour des raisons qui sont peut-être assez claires. Et donc, elle veut jouer un peu avec les métaphores que nous avons dans les traditions, plutôt dans la tradition chrétienne. Nous avons une expression dans les Psaumes, un des livres de l'Ancien Testament, qui disent que la terre est à Dieu ou appartient à Dieu. Sally McFaig a fait une petite modification, pas une modification, mais elle est en train de jouer un peu avec cette expression-là. Puis elle a dit, si j'inclus ou si j'ajoute un mot pour dire que, selon moi, ce n'est pas juste une question que la terre est à Dieu, mais que la terre est le corps de Dieu, est-ce que ça va changer quelque chose pour nous dans la tradition chrétienne? La terre, si je dis que la terre est bien le corps de Dieu, pas que la terre est Dieu, mais la terre est le corps de Dieu. Donc, avant, comme qu'elle commence, elle dit, je sais que c'est peut-être problématique pour certains chrétiens, certaines chrétiennes, si je vais dire que la terre est le corps de Dieu, parce que ça a l'air qu'on peut blesser la terre. Et ça, c'est peut-être problématique pour plusieurs croyants et croyantes. Parce que soudainement, on parle d'une certaine impuissance de pas juste de la terre, mais de Dieu, qui son corps est la terre. Mais elle dit, écoute, il faut bien comprendre que dans la tradition chrétienne, nous avons un langage corporel où il ne faut pas être trop préoccupé par cette approche plutôt corporelle que j'utilise dans l'expression que la terre est le corps de Dieu. Donc, selon McFaig, nous avons déjà des outils ou bien des ressources dans la tradition chrétienne qui nous aident avec une vision plus corporelle de la terre. Elle a dit que déjà, on parle de l'Église comme le corps du Christ. Donc, cette idée de dire que la terre est le corps de Dieu, est-ce que c'est si loin que cela? Nous avons déjà des expressions ou des croyances dans l'Église ou au sein de la tradition chrétienne qui sont comparables. En plus, la physicalité, inclusion du ministère de Jésus est très, très connue. Hein? Il touche les corps sont au centre des récits de guérison, etc., etc. Donc, il y a une physicalité au niveau de la tradition chrétienne. Mais au centre de la tradition chrétienne aussi, on trouve l'incarnation. Cette idée que Dieu a choisi de devenir un être en chair et en os dans la personne de Jésus-Christ. Donc, nous avons un Dieu dans cette tradition qui a assumé intentionnellement la vulnérabilité ou bien la blessabilité. Et donc, ça, c'est important de vivre en solidarité avec les autres blessables ou avec les autres blessés. Donc, c'est Dieu lui-même qui a choisi la vulnérabilité ou une vie blessable. Donc, ça, c'est important. Puis, selon McFaig, si ça, c'est au centre de la tradition chrétienne, mais de dire que la terre est le corps de Dieu, est-ce que c'est si loin? C'est toujours la grande question, à mon avis, à poser ici en lien avec McFaig. Donc, selon McFaig, le monde dans la tradition chrétienne représente la présence corporelle de Dieu, que l'esprit du Christ ressuscité, puis on est maintenant dans la saison de Pâques, donc ça fonctionne très, très bien, est présent et agissant dans notre monde entier, pas juste au sein ou bien parmi les êtres humains, mais c'est beaucoup plus large que cela. Que Dieu est selon McFaig, Dieu est dans chaque corps et n'est présent pas exclusivement dans chaque être humain. Vous rappelez la critique de Lynn White qui a dit que c'est juste, selon la Bible, c'est juste les êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu. Mais selon McFaig, c'est beaucoup plus large que cela. La vision chrétienne est beaucoup plus large que ça et que Dieu est dans chaque corps. Hein? Pas juste les corps humains, mais chaque corps. McFaig aussi, c'est comme dans la tradition chrétienne, nous avons une certaine option préférentielle pour les pauvres. Puis elle dit, c'est intéressant parce que moi, Sally McFaig, je considère la nature comme le nouveau pauvre. Donc, quand on parle de la pauvreté dans la tradition chrétienne,
il faut bien comprendre que, comme j'ai dit, avec toute cette question de l'Anthropocène là, que nous avons, ou bien nos activités humaines, nos activités blessables sur la Terre sont une force principale, mais elle a dit, mais quand nous sommes en train de parler de nos activités humaines envers les pauvres, les blessures qu'on fait envers les pauvres, les êtres humains, mais il faut élargir la vision ici pour inclure les autres pauvres, qui est la création entière et les autres habitants de la Terre. Donc ça, c'est la théologie de Sally McFague qui est intéressante à mon avis parce que c'est lié directement à cette question, est-ce que la Terre est blessable? Selon McFague, si on dit que la Terre est le corps de Dieu, mais ça veut dire que Dieu souffre. Ce que nous faisons à la terre et ce que nous faisons à Dieu. Imagine comment ça va réorienter complètement la vision chrétienne des choses, hein? Où ma responsabilité ou bien mes actions envers la terre sont aussi mes actions envers le Dieu que j'adore, par exemple. Donc, ça va changer complètement, peut-être, j'imagine, l'orientation ici, certainement dans la tradition chrétienne. Donc, encore une fois, il y a des gens qui vont dire, écoute, Sally, écoute, Madame McFague, je n'aime pas le fait que tu dis que la terre, ou bien que la terre est le corps de Dieu, parce que soudainement, nous avons un Dieu qui est impuissant, un Dieu qui est blessable. Puis c'est pas du tout l'image que j'ai pour Dieu. C'est pas la métaphore que j'utilise pour Dieu qui est omniscient, qui est tout puissant. Hein, ça, c'est souvent l'image que nous avons dans les traditions abrahamiques. Hein. On parle des traditions juives, musulmanes et chrétiennes. L'image de Dieu tout-puissant, la métaphore qu'on utilise pour Dieu est bien, bien connue. Mais ici, McFague est en train de tourner la page en disant, je vais mettre cette idée de Dieu tout-puissant à part et je me concentre sur cette idée dans la tradition chrétienne de l'incarnation d'un Dieu qui a choisi la vulnérabilité, qui a choisi de vivre comme un être humain blessable, un Dieu qui a choisi une vie de souffrance. C'est déjà là. Donc, de dire que oh, c'est trop, j'aime pas cette image de la terre comme corps de Dieu parce qu'il va souffrir, elle a dit, mais nous avons déjà dans la tradition chrétienne un Dieu qui souffre. La grande question encore au niveau de Sally McFague puis sa théologie, c'est est-ce que c'est toujours dans le contexte du christianisme ou est-ce que c'est au-delà maintenant? Est-ce qu'elle a dépassé les paramètres d'une tradition déjà bien formée ou déjà bien encadrée? Qui est toujours la grande question. Donc, son élargissement de la discussion, est-ce que c'est trop large, autrement dit? Hein? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder avec nous. C'est intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit qui est adopté certainement dans la tradition catholique. Je vous donne un exemple. Le pape François est bien connu, comme vous le savez bien, pas juste parce qu'il est pape, mais il a écrit un encyclique écologique qui s'appelle Laudato Si. Ça, c'est maintenant en 2015, hein, donc ça fait quelques années maintenant. Et dans le texte, il parle d'une certaine manière d'une terre blessée et blessable. Il ne parle pas de la terre comme corps de Dieu, pas du tout. Mais tu vois ici la terre blessée ou la terre blessable à l'ouverture de son encyclique. Et voici le passage. La terre crie, et tu vois aussi un anthropomorphisme de la terre aussi. Hein. La terre crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. C'est pourquoi parmi les pauvres et les plus abandonnés et maltraités se trouve notre terre opprimée et dévastée qui gémit en travail d'enfantement. Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière. Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète. Son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Donc, tu vois ici un lien entre Dieu et la terre, entre les êtres humains et la terre, qui sont, encore une fois, constitués des éléments
de la planète. Donc, il y a un lien assez important entre les deux. Donc, tu vois ici, selon la tradition, surtout la tradition catholique ici, mais aussi dans la tradition plus générale du christianisme, une idée que la Terre est blessable. Pas nécessairement à l'idée de McFaig que la Terre est le corps de Dieu, mais certainement cette idée que la Terre est blessable et que nous sommes liés à la Terre. Donc, si la Terre est blessée, mais les êtres humains sont aussi blessés. Si la Terre est blessable, mais les êtres humains sont aussi blessables parce que nous sommes constitués d'éléments de la planète. Juste pour pousser un peu cette idée-là, je présente des mots d'un collègue. J'étais professeur de bioéthique chrétienne quand j'étais aux États-Unis pendant 5 ans à l'Université Emory. Et j'avais un collègue, un pasteur, qui s'appelle Gerald Durley, qui était vraiment une personne spéciale. Et si je peux dire, si Laudato Si explose clairement cette interrelation nommant un certain nombre d'enjeux écologiques, là, tels que la perte de biodiversité et l'accès à l'eau potable, en matière de droits, et portant notre attention sur la dette écologique qui existe entre le nord et le sud du globe, quelque chose qu'on trouve dans le texte du pape. Mais le révérend Gerald Durley me vient en tête ici. Il est le pasteur émérite de l'Église baptiste missionnaire de la Providence à Atlanta. Il est toujours à Atlanta. Il est reconnu comme un vecteur de changement par le président Barack Obama dans son temps, qui a fait valoir que, et ça c'est Gerald Durley, les changements climatiques sont une question de droit civil. Nous sommes à même d'observer leurs répercussions dans nos propres collectivités sous la forme de records de température, d'inondations, de sécheresse, d'ouragans et bien plus encore. Lorsque vos enfants qui souffrent d'asthme doivent éviter d'aller jouer dehors, comme c'est le cas pour plusieurs à Atlanta, cela devient une question de droit de la personne lorsque des catastrophes météorologiques sans précédent font des ravages dans les quartiers les plus pauvres, dans des endroits comme la Nouvelle-Orléans, le New Jersey et New York. Cela devient une question de droit de la personne. Lorsque les agriculteurs de l'autre côté de la planète ne peuvent plus nourrir leur famille parce que les pluies ne viennent plus, cela devient une question de droit de la personne. Je corrige parce que c'est une traduction, pardon, je corrige quelque chose ici parce que c'est une traduction, mais qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est un lien entre la vie des êtres humains et la vie de la Terre. Hein? Donc, les deux sont liés. Et pour des personnes comme Durley, c'est une question de droit. Et c'est une question une solidarité dans notre blessabilité. Et donc, quand je dis, par exemple, qu'il y a une population pauvre qui vivent juste à côté des usines, les autoroutes, etc., puis le taux de l'asthme ou les taux de la maladie respiratoire chez ces personnes-là est exponentiellement plus haute que les autres démographiques, mais je comprends bien cette question de droit qui est imposée ou bien qui est introduite, qui est présentée par Durley ici. Et donc, on voit le lien entre la blessabilité de la Terre et la blessabilité des êtres humains qui habitent sur la Terre. Pour conclure, j'aimerais juste présenter, je veux tourner la page ici pour un instant et je veux parler pour quelques minutes sur le concept de la personne. À mon avis, c'est un concept central dans la bioéthique. C'est un concept que j'utilise quand je parle de l'éthique ou quand j'écris sur l'éthique environnementale et quand je parle de l'éthique dans le contexte de vieillissement. Donc, j'imagine que tu vas voir peut-être quelques liens avec la présentation de Dr. Pajot dans quelques instants. Donc, le concept de la personne est assez complexe. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire ici, c'est de vous présenter peut-être deux approches au niveau du concept de la personne. Nous avons d'un côté une approche physicaliste qui dit que si vous êtes un être humain, vous êtes une personne qui doit être protégée par les normes. Donc, on traite le concept de la personne comme une catégorie de protection. Et l'approche physicaliste nous dit que si vous êtes un être humain, point, conception jusqu'à la mort, vous appartiennent à la catégorie de la personne, donc vous avez ce type de protection. Peu importe qui tu es, criminel ou non,
telle culture, etc., 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 etc. Si vous êtes un être humain, tu comptes comme une personne qui doit être protégée, qui a certains droits, etc., etc., etc. Une autre approche, je reviens à cela. Une autre approche, c'est le personnalisme. Le personnalisme nous dit que peu importe si vous êtes un être humain, tu comptes ou tu dois compter comme une personne ou dois être inclus comme une personne avec certaines protections liées à des normes, si vous avez certaines capacités ou des fonctions qui sont intactes. Donc, encore une fois, peu importe si vous êtes un être humain, si vous avez certaines capacités qui sont intactes, tu dois être compté comme une personne qui doit être protégée, etc., par les normes. Tu vois la différence? Donc, le physicalisme est vraiment lié à cette idée de la vie humaine. Et une question qui est souvent posée dans le contexte environnemental, c'est mais pourquoi est-ce qu'on donne une certaine dignité aux êtres humains et non pas aux autres êtres de la Terre? Tu rappelles la critique de Lemoine. Pourquoi est-ce que la vie humaine a une certaine dignité, une certaine protection que les autres n'ont pas? Les personnalistes sont intéressants parce qu'ils vont dire, mais ce n'est pas juste les êtres humains, c'est n'importe quel qui possède ou qui peut démontrer certaines fonctions, certaines capacités qui doivent compter aussi. Donc, des dauphins, des autres mammifères, par exemple. Donc, il y a des gens qui comptent et des autres gens qui ne comptent pas. Je vous donne quelques exemples des définitions fonctionnelles de la personne. Donc, selon René Descartes, le philosophe français que vous connaissez bien, cogito ergo sum ou cogito ergo sum, donc je pense, donc je suis. Donc, on voit l'existence liée à la capacité de penser. Hein, donc, et comme vous le savez bien, le nom de notre espèce, Homo sapiens, est lié à cette idée, sapientia ou sagesse, la personne pensante. Il y a des autres comme Emmanuel Kant qui a dit que les êtres raisonnables, donc la capacité de raisonner pour le raisonnement, sont appelés des personnes parce que leur nature les désigne déjà comme des faits en soi, c'est-à-dire comme quelque chose qui ne peut pas être employé simplement comme moyen et qui par suite limite d'autant notre libre arbitre et est un objet de respect. Les êtres qui ne sont pas raisonnables ne sont pas des personnes d'abord, sont des instruments, des objets. Nous avons aussi un autre exemple de Joseph Fletcher, un des pères, si je peux dire, de la bioéthique contemporaine, qui a dit que les humains, sans un minimum d'intelligence ou de capacité mentale, ne sont pas des personnes, quel que soit le nombre de leurs organes actifs, quelle que soit la spontanéité de leur processus vivant. Donc, pour lui, il faut avoir un certain minimum d'intelligence ou de capacité mentale pour être considéré une personne. Donc, tu vois, la grande question pour l'approche personnaliste, où on dit que tu comptes parce que vous avez des capacités qui sont intactes, c'est, mais quelles sont ces capacités? Parce que si tu dis le raisonnement ou bien un certain minimum d'intelligence sont des capacités ou une conscience de soi, mais je peux nommer des animaux, des êtres non humains, comme des chimpanzés, par exemple, ou même des chiens, des baleines, etc., qui ont une certaine minimum d'intelligence ou une certaine capacité pour une connaissance de soi, qui n'est pas possédée ou démontrée par certains êtres humains, par exemple. Et si c'est le fait, ça veut dire quoi exactement? Donc, ici, on voit un débat vraiment sur qui compte au niveau de qui a une certaine dignité qui est à l'extérieur de la catégorie des personnes, qui peut être considéré comme des instruments à exploiter. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on voit la personnalisation liée ici à cette question de l'instrumentalisation. La grande question, c'est qui décide et selon quels critères. Parce que l'approche personnaliste, qui est une approche assez commune dans notre culture occidentale, on voit qu'on est des fois très sélectif avec tout cela. Je vous donne comme exemple très rapidement deux arrêts. Scott versus Sanford, un arrêt de la Cour suprême des États-Unis rendu en 1857, où le cour a prononcé que la Constitution ne prévoyait pas des personnes d'origine africaine esclaves ou libres comme des citoyens, avec des droits, avec des protections, avec des privilèges. Mais intéressant, en 1886, donc pas beaucoup d'années plus tard,
Donc, dans l'arrêt de Santa Clara County versus Southern Pacific Railroad Company, un arrêt de la Cour suprême, dans cet arrêt-là, on avait dit qu'une collection de propriétés des corporations pourrait être considérée des personnes sous la loi avec des protections, avec des droits, etc., etc. Mais on vient juste de dire que les êtres humains d'origine africaine ne comptaient pas. Donc, on est sélectif avec qui compte et qui ne compte pas. Pas juste avec les êtres humains, mais avec les autres êtres de la Terre. Donc, les êtres humains comptent plus que les autres êtres de la Terre, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit autour de nous, je pense. Un autre exemple, juste en passant, c'était vraiment le 18 octobre 1929 que les femmes étaient considérées des personnes sous la loi canadienne. 1929, c'est hier. Avant, c'est intéressant, le tribunal avait déclaré que les femmes étaient des personnes pour ceux qui étaient des peines et des châtiments, mais non pour ceux qui étaient des droits et des privilèges avant 1929. Assez sélectif. Puis il y a des écologistes, des personnes qui sont des spécialistes au niveau d'éthique environnementale qui vont dire, mais écoute, on fait la même chose avec les autres habitants de la Terre. On est très sélectif, qui compte et qui ne compte pas. Comme des personnalistes, par exemple, on dit si vous avez des capacités, mais tu comptes. Si vous avez la capacité de raisonnement, tu comptes. Mais qui décide finalement? Qui décide? Et quel être compte, quel être ne compte pas? C'est vraiment un grand débat, certainement, lié à l'éthique animale. En pratique, tu peux lire un peu de l'histoire de Santino et les autres animaux qui possèdent ces types de caractéristiques pour être considérés comme des personnes. Des caractéristiques qui ne sont pas nécessairement possédées par certains êtres humains. Ça veut dire quoi d'abord? Oui, peut-être, mais je laisse ça. Quand vous avez le temps, puis je vais conclure avec tout cela, vous pouvez lire un peu sur Peter Singer, un éthicien, un bioéthicien bien connu, américain-australien, un peu controversé aussi. Il y a assez de débats autour de ses déclarations, autour de ses prononcements, c'est certain, autour de sa littérature. Mais je vous laisse avec tout cela. Puis je vais arrêter le partage ici. Mais qu'est-ce que j'aimerais arrêter? C'est comme qu'est-ce que je veux dire au niveau de Peter Singer, juste pour couronner le tout, c'est que selon Singer, c'est la souffrance qui est au centre de toute cette discussion-là. Et c'est la souffrance qui doit être au centre de tout cela. Puis si nous avons des êtres humains ou des autres êtres qui sont capables de souffrir, mais il faut prendre ça en considération. Donc, si vous êtes blessable, si tu peux être blessé, mais selon Singer, il faut qu'on mette ça au centre de notre éthique. Donc, si on peut dire qu'il y a des autres habitants de la Terre qui sont blessables, mais ils ont un intérêt d'abord de ne pas être blessés. Et il faut considérer ça d'une manière assez importante, même si dans la culture autour de nous, on met ça toujours à part. Et il est inspiré, finalement, d'un passage de Jeremy Bentham, un des pères d'utilitarisme, qui a dit dans son temps, le jour viendra peut-être où le reste de la création animale acquérera ses droits qui n'auraient jamais pu être refusés à ses membres autrement que par la main de la tyrannie. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans recours au caprice d'un bourreau. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort. Quel autre critère devrait marquer la ligne infranchissable? Est-ce que la faculté de raisonner ou peut-être celle de discourir? Mais un cheval ou un chien adulte sont des animaux incomparablement plus rationnels et aussi plus causants qu'un enfant d'un jour ou d'une semaine ou même d'un mois. Mais s'il n'était pas, qu'est-ce que cela changerait? La question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Et donc, la blessabilité, pas juste de la Terre, mais les habitants de la Terre, humains ou non, est au centre de l'éthique ici, et certainement au centre de beaucoup des discussions au contexte de l'environnement. J'arrête le partage ici. On est bien? Tout le monde est toujours vivant? Super. Donc, je pense
Je passe rapidement à notre prochaine présentation. On va tourner la page, hein, c'est certain. On va changer un contexte peut-être complètement ici, même si on va voir des liens, je pense, entre certainement le concept de la personne et peut-être la discussion de la vulnérabilité et fragilité de M. Pajot. Je suis très content que nous avons parmi nous aujourd'hui le Dr. Félix Pajot, un collègue avec qui je travaille en étroite collaboration sur les enjeux éthiques dans le contexte de vieillissement, surtout comme membres tous les deux du Comité national d'éthique sur le vieillissement. Le Dr. Félix Pajot a fait des études médicales à l'Université de Montréal et par la suite terminé une formation de résidence en médecine interne et en gériatrie à l'Université Laval. Il est membre de plusieurs comités importants, incluant le Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec, l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés, l'Institut d'éthique appliquée, etc. Le Dr. Pajot a complété une maîtrise en philosophie avec un mémoire en éthique appliquée à la médecine gériatrique il y a maintenant quelques années. Et il a aussi complété une formation complémentaire de recherche en recherche à l'Institut d'éthique biomédicale de l'Université de Bâle en Suisse. Les domaines d'études et d'intérêt sont pour la gériatrie et l'éthique, le consentement aux soins, la fin de vie, la futilité, la dignité, l'autonomie, l'aide médicale à mourir, et même la robotique et l'intelligence artificielle. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au Dr. Pajot pour sa présentation sur la vulnérabilité chez les aînés. Bonjour tout le monde, vous voyez la présentation, ça défile bien? Oui, très bien. OK, parfait. Donc, merci Corey de l'invitation. Je suis très content de participer aujourd'hui à la matinée de discussion sur la vulnérabilité. Tu nous as amené un peu ailleurs avec la nature, la terre. Je vous ramène vraiment plus près de nous, près des aînés. Vous faites un lien quand même intéressant à la fin de ta présentation sur la question de l'être humain, de la rationalité, de la personnalisation et des capacités cognitives et physiques. Donc, je pense que ma présentation va beaucoup traiter sur ces questions de capacité, finalement, dans la question de vulnérabilité, autant physique que cognitive, bien sûr, pour les aînés. J'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Au niveau du plan, je vais vous contextualiser ma présentation. On est beaucoup plus dans l'épistémologie médicale, donc vraiment des questions plus d'ordre scientifique, mais je termine bien sûr avec des notions un peu plus philosophiques ou éthiques et même un lien pourra se faire avec la théologie, évidemment, aujourd'hui. Donc, le contexte général au Québec et ailleurs dans le monde, on vieillit, tout le monde vieillit, mais on vieillit à un rythme plus grand qu'avant et en plus grande proportion, les gens finalement survivent à leur maladie grâce peut-être à la médecine moderne, mais aussi à tout ce qui est de la prévention, à la fois des infections et des mesures d'hygiène et de salubrité dans nos environnements, qui fait que les gens survivent plus en meilleure santé d'abord dans la première partie de leur vie aux infections, puis ensuite aux maladies cardiaques, puis maintenant le cancer. Même les gens survivent jusqu'à plus vieux, jusqu'à développer une grande fragilité liée à leur vieillissement. Et je vous expliquerai comment dans les diapos qui suivent. On a aussi dans notre société un préjugé favorable. Je trouve intéressant ce que tu mentionnais, Corey, sur les notions de personnalisation, le personnalisme, de dire quand on est productif, on est efficace, on est rapide, est-ce qu'on a une valeur plus grande dans notre société? En général, on a quand même un préjugé favorable à ces notions, surtout lorsqu'elles sont appliquées à l'individu, à la personne. Et ensuite, finalement, autre contexte, c'est que le gériatre, dans notre rôle, il y a une partie du rôle des médecins qui suivent les gens âgés ou qui les traitent de différencier qu'est-ce qui est le vieillissement qu'on dit normal ou qu'est-ce qu'on s'attend dans le vieillissement par rapport à un vieillissement soit qui mène à la fragilité ou certains parlent de vieillissement accéléré, où là, il y aurait vraiment des pathologies ou de l'intérêt à avoir des traitements au niveau médical par rapport au vieillissement normal qu'on considère plus une, euh, une finalité ou en fait quelque chose qu'on ne peut pas traiter ou qu'on ne peut pas ralentir ou quelque chose qui serait inexorable avec le temps. Je vous présente aussi la vulnérabilité de deux visions. En général, on voyait avant les recherches récentes plus dans les domaines d'ergothérapie,
les gens qui aident à l'adaptation du domicile ou qui aident les gens en situation de handicap. On voyait vraiment la vulnérabilité comme un état en soi. Donc, quelqu'un était vulnérable ou devenait vulnérable, un peu comme la petite maison que vous voyez à gauche de votre écran, donc une maison qui est sur le bord de s'écrouler. Donc, c'est la maison en soi ou la personne, l'individu en soi qui était vulnérable, donc qui pouvait être blessé ou qui avait une fragilité, donc une possibilité d'être détruite ou cassée. Un peu comme la coquille d'œuf que je vous ai montré aussi en entrée de jeu. Donc, il y a une inhérence à cette vulnérabilité chez l'individu, même si l'environnement, on peut voir là, au milieu d'un champ avec un ciel bleu, il n'y a pas de risque majeur. Par rapport à une situation où là, on parle d'une vulnérabilité qui serait plutôt liée à l'environnement. Donc, vous voyez ici, ça, c'est des images du déluge au Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a déjà quelques années, mais la petite maison là, qui est quand même assez solide, mais qui est en situation de vulnérabilité étant donné la digue qui a cédé. Donc, on place la maison en situation de vulnérabilité, donc elle peut être blessée par les conditions environnementales. Donc, je vous soumets cette question, sommes-nous en soi, comme être humain, vulnérables ou est-ce que l'environnement prédispose certaines personnes à l'être plus? Donc, en médecine, je vous dis, mon rôle est peut-être aujourd'hui un petit peu plus de vous présenter ma perspective comme médecin. D'abord, le rôle du gériatre, ben, c'est de distinguer justement cette fragilité qui serait un peu plus inhérente à la personne par rapport à un vieillissement qui serait dit normal. Donc, un état qui est inexorable et qui ne peut pas être renversé. C'est aussi à nous de diagnostiquer, de prendre en charge différents troubles de santé fragilisant la personne, de déterminer le niveau de fragilité, donc les pronostics vitaux, ce qui va quand même avoir un impact important sur les objectifs de soins. C'est-à-dire, si une personne est très fragile, très à risque d'être blessée ou d'avoir des complications lors de différentes interventions, on peut soit donner des chimiothérapies moins fortes, donc peut-être moins efficaces, éviter certaines chirurgies qui pourraient, dans des cas de moins grande fragilité, maintenir les gens en vie plus longtemps. Donc, il y a quand même un impact vraiment, c'est des questions de vie ou de mort quand on arrive à diagnostiquer la fragilité et de déterminer un pronostic vital. Je vous soumets une autre question aussi. Est-ce qu'il peut y avoir alors un effet pervers, c'est-à-dire si on considère que c'est les situations qui mettent les gens en situation de vulnérabilité ou l'environnement qui met la personne en état de vulnérabilité, si d'emblée, comme médecin, on dit, ben, cette personne-là est vulnérable et donc on lui offre moins de soins, moins de ressources, est-ce qu'on n'empire pas justement cette vulnérabilité situationnelle de l'environnement par rapport au fait de dire non, c'est vraiment la personne, peu importe l'environnement dans lequel on le met ou les interventions qu'on fera, le pronostic est très limité, donc les objectifs de soins doivent être adaptés. Je voudrais que c'est les deux revers euh, et grands pouvoirs comme médecin qu'on peut avoir en situation par rapport à la diagnostication de la fragilité ou de dire que la personne est en soi vulnérable par rapport à dire non, non, c'est l'environnement et en adaptant l'environnement, on peut réduire cette vulnérabilité. Donc on doit continuer les traitements. Donc, c'est la question aussi que je vous soumets. Parler de fragilité et de vulnérabilité comme état rend-il la personne vulnérable et est-ce que la fragilité a un rôle ici? Est-ce que ça, est-ce que ça devrait être pensé toujours comme une situation, la vulnérabilité, où on a des situations où vraiment on peut parler de fragilité inhérente et d'une vulnérabilité, une possibilité d'être blessé chez une personne? Donc, je vous remets les deux images ici. Est-ce qu'on est un peu entre les deux? Est-ce qu'on a des situations où les deux sont présentes? Pour les tenants de la fragilité, on est plus dans le côté gauche. Pour les tenants de la situation de handicap, on est plus à droite, donc en ergothérapie, où certaines personnes en gériatrie diront non, il faut donner les ressources et ainsi améliorer le sort des gens pour qu'ils aient un meilleur pronostic et ainsi aider leur vie. Donc, la fragilité, je vous en ai parlé, comment est-ce qu'on la calcule en gériatrie ou comment on arrive à déterminer qu'une personne est fragile? L'étalon d'or, le gold standard en médecine actuellement, c'est vraiment l'évaluation gériatrique complète. Donc, vous voyez ici, on évalue différents domaines, que ce soit le fonctionnement au quotidien. Donc, est-ce que les gens ont un bon niveau de performance, sont capables de faire leurs activités de la vie quotidienne, les AVQ, donc se laver, se nourrir, s'habiller. Les AVD, conduire sa voiture, gérer ses finances, faire les courses, etc.
est-ce que la personne a encore des loisirs? Donc, en posant différentes questions, on évalue le niveau de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des comorbidités, donc en nombre, des problèmes cardiaques, pulmonaires, digestifs, au niveau des reins, au niveau du cerveau, au niveau des neurones? Est-ce qu'il y a des problèmes en sévérité, mais aussi en nombre? Au niveau des syndromes gériatriques, on parle de la démence. Là, le nouveau terme, c'est le trouble neurocognitif majeur que vous avez peut-être entendu en faisant des tests cognitifs comme le MoCA ou le MMSE. La dépression aussi au niveau du dépistage dans l'évaluation gériatrique. La question du délirium, donc une confusion plutôt aiguë sur une cause organique subite. Des chutes, vertiges, des fractures liées à l'ostéoporose, donc OP, perte de poids, la maltraitance. Donc, est-ce qu'il y a des grands syndromes gériatriques présents? Un, plusieurs, la sévérité, le support social. Donc, encore là, on est peut-être encore, on évalue la question de l'environnement. Donc, on est dans cet entre-deux de fragilité inhérente, mais aussi du support qui est amené. Est-ce que la personne est en résidence? Est-ce qu'elle a des aidants? Euh, Ressources au niveau économique, puis au niveau de la nutrition, son état, les risques. Donc, est-ce que la personne a accès à un repas équilibré ou non? Quels sont les repas, un repas typique? Puis ensuite, la polypharmacie, donc le nombre et le risque d'interaction. Donc, vous voyez, c'est quand même une évaluation assez globale et générale qu'on fait en à peu près 1 heure et demie pour un patient donné. Donc ça, c'est une atteinte qui serait à différents niveaux et de plus ou moins intense pourrait nous faire penser que la personne est très fragile et en situation de vulnérabilité. Ici, je vous amène sur un autre pan, la question de la fragilité inhérente liée au vieillissement. Donc, c'est un gros tableau, là, il y a beaucoup d'éléments, c'est juste pour vous montrer l'impact sur différents systèmes ou organes qui ont été notés dans les recherches récentes sur la fragilité qui peut être amenée, mais vraiment directement au vieillissement qu'on dit normal. Donc, dans une population vieillissante, en moyenne, on a beaucoup d'atteintes et de symptômes. Je vous épargne là, l'énoncé de tous ces symptômes-là. Là. C'est juste pour vous montrer à quel point, par exemple, les yeux, on a de la sécheresse, le nez, on a une perte du goût de l'odorat, au niveau du cœur, il y a une certaine fibrose qui s'installe, au niveau des poumons, de l'essoufflement, au niveau digestif, on peut avoir des problèmes de digestion, au niveau des reins, il y a quand même une atteinte où ils sont moins efficaces, on élimine moins bien la médication ou les toxines, il y a l'immunité qui est soit trop importante, l'inflammaging, ou pas assez, ou l'immunosénescence ou le vieillissement du système immunitaire. Au niveau neurologique, il y a plusieurs problèmes aussi au niveau de la mobilité, de la mémoire qui peut être diminuée de façon normale avec le vieillissement, les muscles. Donc, vous voyez, etc. Là, c'est même pas un tableau exotique. Là. Il y a d'autres atteintes qu'on voit normalement avec le vieillissement. Pour en parler pour ceux qui sont pas encore rendus à un âge avancé, aux gens autour de vous, vous voyez, il y a quand même des atteintes qui sont assez répandues avec l'âge. Donc, encore là, est-ce qu'il y a une fragilité inhérente qui arrive avec le vieillissement moyen? Ici, bon, vu que l'évaluation gériatrique de tous les organes et tous les systèmes peut être assez complexe dans une journée en médecine, on a des échelles de fragilité qui vont être un peu plus simplifiées. Donc ici, vous avez le Clinical Frailty Scale qui vient de l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Donc vraiment une création ou un objet scientifique fait ici même au Canada par le Dr. Rockwood, qui est un neurologue là, qui étudie la fragilité. Donc, on suppose ici que plusieurs éléments, à la fois l'état du corps, donc la capacité à se mouvoir et les compétences cognitives, ou les capacités cognitives, pardon, avec le lien se fait, avec ça se fait le lien avec la capacité au quotidien de faire des tâches. Donc, vous voyez déjà ici, là, au niveau 5, donc de 1 à 8, on est vraiment une personne qui est de moins en moins mobile, mais aussi qui a de plus en plus d'atteinte au niveau de les activités de la vie domestique. Vous voyez ici, là, Instrumental Activities of Daily Living. Là, ça, c'est l'expression anglaise pour les activités de la vie domestique. Donc, l'atteinte des finances, commence à la gestion des finances et de la gestion du quotidien demande de plus en plus d'énergie ou de plus en plus difficile pour la personne, jusqu'à avoir la difficulté là, à se laver seule. Et ensuite, là, la personne est alitée à presque 100% du temps au niveau 8. Vous voyez ici, bon, à 9, on parle des gens qui ont des pronostics de vie de moins de 9, de moins de 6 mois, donc qui pourraient avoir aucune atteinte au niveau fonctionnel, mais juste étant donné une maladie comme un cancer terminal, les amènerait à avoir un niveau de fragilité élevé. Donc, l'idée ici, c'est de dire, ben, il y a des symptômes liés à la cognition,
aux pertes cognitives qui amènent une fragilité et l'addition de problèmes physiques amène une grande fragilité, mais même juste avoir un problème assez grave peut nous amener à une grande fragilité ou une diminution du pronostic vital. Donc, ça ici, ici on appelle l'atteinte plus phénotypique. Donc, on observe des fonctions et on cote la personne. Pour Fried et ses collaborateurs qui ont une vision beaucoup plus médicalisée de la fragilité, on est vraiment dans des mesures qui nous dit, bon, est-ce que la personne a une perte de poids, une notion de la force de préhension, donc être capable de serrer les doigts, les mains, d'initier un mouvement, la vitesse de marche, la fatigue. Donc, si on a un ou plusieurs de ces éléments-là, on est de plus en plus fragile. Donc, vous voyez, c'est quand même une évaluation plus limitée, mais qui nous permet d'être plus efficace encore là. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup de problèmes avec des évaluations limitées comme ça parce qu'on limite beaucoup les interventions qui vont être faites en se disant on a une bonne image du pronostic qui est quand même répertoriée dans les études, mais qui est une image peut-être incomplète de la personne. En détail, les troubles qui peuvent fragiliser une personne au niveau médical, j'en ai parlé rapidement, mais les troubles neurocognitifs majeurs, ou autrefois appelés la démence, est une des raisons principales chez nos personnes âgées d'avoir une perte au niveau des capacités et de se placer en situation de vulnérabilité, autant cognitive que physique. La démence, il y a plusieurs critères, mais l'important, c'est de retenir que la personne a des pertes au niveau cognitif dans une ou plusieurs des sphères qui atteignent le fonctionnement quotidien, selon l'histoire que la personne nous rapporte ou des informateurs qui la connaissent bien, soit des membres de la famille ou d'autres cliniciens qui la connaissent. Et cet impact-là a un impact quand même important sur le fonctionnement, qui revient à la question de du personnalisme ou dire est-ce que ces personnes-là sont moins des personnes à part entière parce qu'elles ont maintenant des incapacités et doivent avoir l'aide d'autres. Et aussi dans notre société où on a souvent une certaine vision stigmatisante de la maladie mentale ou des problèmes cognitifs et aussi des symptômes comportementaux ou psychologiques de la démence sont assez stigmatisants et peuvent amener des situations de vulnérabilité, c'est-à-dire de placer les gens dans une situation où ils ont des comportements irritants pour les autres, soit de l'errance, donc se promener, rentrer dans la chambre des autres patients, dans une résidence, rentrer dans dans les logements des autres, avoir des idées un peu paranoïdes, être méfiant. Donc, ce qui limite aussi le goût des gens de s'occuper d'eux parce qu'ils sont difficiles, entre guillemets, c'est-à-dire c'est des gens qui ont des comportements qui sont désagréables et on n'a pas nécessairement le goût ou l'envie de s'occuper d'eux. On exclut la personne qui parle, là, mais certaines familles, certains soignants vont dire, ben là, c'est un vieux tannant, entre guillemets, là, permettez l'expression qu'on entend souvent en clinique. Donc, cette personne-là est déjà en situation de vulnérabilité, mais elle est encore plus vulnérabilisée à cause de ces symptômes comportementaux désagréables ou de symptômes psychologiques comme de l'anxiété, de la dépression, de la méfiance, des hallucinations, sont associés à la folie et de dire, ben là, cette personne-là est complètement folle. Je me permets encore l'expression, mais c'est juste pour renchérir sur le fait qu'il y a beaucoup de termes péjoratifs qui sont utilisés qui font que la personne, oui, elle est déjà vulnérable par sa maladie. Elle est vulnérabilisée par sa maladie, mais la situation dans laquelle elle est placée par une communauté qui n'est pas empathique et vraiment soignante la rend encore plus vulnérable. Autre aspect du vieillissement qui est souvent inhérent, comme je vous dis, à cause des comorbidités qui s'installent avec le temps. Donc, des maladies qui s'installent avec le temps, qui se chronicisent par nos médications, qu'on est capable de traiter, par exemple, les problèmes cardiaques, traiter le diabète et de maintenir les gens en vie plus longtemps, ben, développent toutes sortes de complications, soit des maladies elles-mêmes qui sont maintenues dans le temps, et pas guéries, mais disons palliées pour plusieurs années. Et on a à la fois des effets secondaires des maladies en soi, mais aussi des médicaments pour lesquels on traite, des médicaments qui nous aident à traiter ces maladies-là. Donc, entre autres, là, des effets qu'on dit anticholinergiques par rapport à, par exemple, des gens qui ont des problèmes de vessie hyperactive peuvent prendre des médicaments qui vont les rendre plus confus. Donc, les anticholinergiques, les effets secondaires, c'est augmenter la sécheresse, augmenter les problèmes de rétention urinaire, de la constipation et
aussi de confusion. Donc, une personne qui a déjà des troubles cognitifs, qui a des problèmes médicaux pour lesquels on donne des anticholinergiques, vont avoir encore plus de problèmes cognitifs ou d'autres problèmes au niveau physique. Donc, on vient rentrer dans une boucle, euh, dans un cercle vicieux d'effets secondaires et de médication, ce qui fait qu'à un moment donné, on a une cascade thérapeutique qui fait que les gens ont de plus en plus de médicaments pour pallier aux effets secondaires, qui eux-mêmes ont des effets secondaires et fragilisent la personne finalement par euh, des effets combinés d'antécédents de santé, mais de polypharmacie. Il y a quand même un effet de vulnérabilisation qui s'empire avec le temps. Finalement, la personne qui a un trouble neurocognitif majeur, plusieurs maladies, plusieurs médications, sont à risque de décès plus élevé. Donc, qu'est-ce qui amène souvent le décès en trouble neurocognitif majeur chez une partie de la population vieillissante, là? C'est pas tout le monde qui vieillissent, qui ont des problèmes neurocognitifs majeurs, mais ceux qui l'ont, en plus de plusieurs maladies ou de plusieurs médicaments, souvent chez la personne âgée, ben, c'est les chutes. Donc, les gens vont être plus instables, un peu téméraires, avec des problèmes de jugement, ils vont tomber, soit avoir une fracture au niveau de la hanche ou des segments au niveau du cerveau. Et les segments ou les fractures sont augmentés par l'immobilisation, la fragilisation des os et les segments par la médication qui peut amener, là, souvent des médicaments qui vont éclaircir le sang pour différentes comorbidités cardiaques ou pulmonaires. Donc, les gens sont encore plus à risque de saigner au niveau de leur cerveau, d'avoir des segments et des fractures. Ou sinon, si c'est pas les fractures par les chutes, des complications des chutes, c'est plutôt les infections. Donc, les incontinences urinaires vont amener des contaminations et le fait d'avoir des problèmes de dysphagie, donc la difficulté à avaler, lié aussi avec les troubles cognitifs, va faire que les gens vont avoir plus d'infections pulmonaires. Donc, à la fois les troubles cognitifs, mais aussi le vieillissement normal va amener des complications au niveau pulmonaire et au niveau urinaire parce que le système immunitaire est moins fort aussi avec le vieillissement. Il répond moins bien aux infections, c'est-à-dire il y a une moins grande réactivité. Donc, comme encore ici, vous voyez bien où je m'en vais, il y a toujours une composante, en tout cas ce qu'on croit en médecine, une espèce de déséquilibre entre les agressions de l'environnement ou la situation de vulnérabilité, puis aussi la réponse du corps à cette vulnérabilité-là ou à ces conditions. Donc ça, c'est vraiment l'aspect très médical, là. Je ne suis pas rentré dans les détails plus que ça. Je pense que c'est déjà beaucoup, mais mon idée ici, c'était surtout de vous montrer qu'en gériatrie, on est devant des aînés qui se fragilisent avec le vieillissement normal, mais aussi avec les complications liées au fait de vieillir et un environnement qui n'est pas toujours bien traitant ou bien faisant pour les personnes qui sont en situation de grande fragilité. Et aussi, bon, la question du pronostic vital qui est réduit fait que peut-être on aide un peu moins ces gens-là en se disant qu'on va de façon efficace mettre des ressources pour des gens ou pour différentes pathologies qui ont un plus grand effet. Encore là, ça nous amène à la question éthique ou comment retrouver le nord dans tout ça. C'est de se rappeler que d'abord, ben, on a tous une certaine fragilité au niveau ontologique comme être humain. Bon, je vous ai mis à gauche une image de la COVID. Vous l'avez tous vécu. La pandémie a mis en exergue nos grandes fragilités, que ce soit psychologique, de résilience, au niveau physique, au niveau sociétal. Donc, on s'est rendu compte rapidement qu'on avait besoin des autres, qu'on avait besoin des chaînes d'approvisionnement, qu'on avait besoin du support moral, psychologique. Donc, que ce soit au niveau des ressources qu'on nous amène pour les besoins simples comme se nourrir, se vêtir, se loger, mais aussi pour tout ce qui est du quotidien, d'être entouré, d'être proche de personnes aimantes. Donc, et bien au niveau psychologique, on a toutes ces fragilités-là qui, par des événements de notre environnement, peuvent nous faire ressortir ces fragilités. Oui, je suis un peu- Vous voyez, moi aussi, je suis fragile, là. Mon petit est à la garderie, donc on attrape des rhumes de garderie. Ce qui fait qu'on est dans une situation où on a besoin de beaucoup de parler, on est plus vulnérable au niveau de la voix. Donc, je suis un exemple parfait de la possibilité d'être blessé par notre environnement. Euh, donc, ici, vous voyez le COVID, mais plus récemment, le verglas à Montréal, là, ici, c'est une idée d'une ville sous la glace.
a montré aussi qu'on a besoin des autres pour vivre dans un environnement sécuritaire. Là. Les gens à Montréal, on les a entendus beaucoup à la radio, là, les besoins de base comme se nourrir, se laver, se vêtir, laver son linge. Ça a été altéré par le verglas, le manque d'électricité, donc on est dépendant des ressources qui nous entourent et on peut être rapidement mis dans une situation de grande vulnérabilité si les réseaux qui nous entourent sont fragilisés par des événements environnementaux. Donc ici, pour finir sur une note peut-être un peu plus positive, mais vous voyez le bulbe ici qui émet de la lumière. Donc, pour émettre sa lumière, a besoin d'être dans une situation quand même de grande fragilité. Donc, il y a quelque chose, je sais pas si vous avez quelque chose, une image de quelque chose de plus cassable qu'une ampoule, mais une ampoule étant quand même en verre et un petit fil de fer, oui, est très fragile, mais nous permet quand même d'illuminer nos vies. Donc, il y a une certaine richesse à reconnaître cette fragilité, à l'accepter et à reconnaître que on est, oui, interdépendants, mais c'est ce qui nous lie, ce qui fait la force de notre société, justement, et de chacun. Qui amène aussi à dire, ben, on a une responsabilité de diminuer la vulnérabilité de ceux qui nous entourent par le soin au sens large. Le soin, oui, dans une perspective, je reviens à la dignité, là, mais dans une perspective, oui, de dignité, mais aussi simplement de faire partie de cette communauté humaine où, oui, pour certaines personnes, là, vous voyez, là, on est dans le rouge ici, pendant que tout le monde est dans le blanc, là, donc ça va bien ailleurs, mais quand on est dans une situation de vulnérabilité, c'est là qu'on a besoin des autres. Gaël Pias, mais aussi une philosophe de Montréal que Corinne connaît bien, qui parle de la fragilité, la responsabilité envers autrui, mais aussi John Tronto, qui est une éthicienne, philosophe euh, américaine, féministe, qui démontre bien par ses écrits l'importance de prendre soin de l'autre, de réaliser dans une éthique du care qu'on a des gens autour de nous qui souffrent. Donc, première étape, de réaliser la souffrance d'autrui et les besoins de soins des autres d'évaluer quelle est notre capacité d'aider. Donc, dans une deuxième étape, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les autres avec les ressources que nous, on a. Donc, moi, gériatre, médecin, j'ai acquis des compétences, des connaissances, justement, sur le cognitif, sur la polypharmacie, les comorbidités. Donc, utiliser mes ressources cognitives, mes connaissances pour aller soigner les gens. Un savoir-faire, un savoir-être aussi du soignant, du médecin, pour aider les gens et leurs familles à passer au travers. Donc, faire un plan d'action en troisième étape. Et quatrièmement, très important pour John Tronto, d'aller réévaluer est-ce que le soin qu'on a fait est vraiment si aidant? Est-ce qu'on a un peu trop imposé notre vision et augmenté justement la vulnérabilité, ou plutôt à l'inverse, on a aidé et on a amélioré la situation de la personne qui souffrait? Autre raison d'aider notre prochain, si vous n'êtes pas déjà convaincu, notre prochain qui est vulnérable. On est tous vulnérables, on a tous besoin à un moment dans notre vie d'être aidés. On a les capacités, tous et chacun, d'aider autrui par notre action sociétale, mais en plus, une dignité ou une valeur inhérente à l'être humain comme seul membre de la communauté humaine, qui nous impose une certaine responsabilité de respecter cette valeur, mais aussi d'aider l'autre dans des moments plus difficiles. Donc, de respecter la valeur de chacun, c'est une vision un peu plus kantienne. Oui, des bases là, de la communauté humaine là, qui seraient liées tous ensemble par des visions peut-être un peu théologiques, mais je m'aventure pas là-dedans, n'étant pas un expert, mais il y a bien sûr un lien entre les humains à faire de cette valeur humaine importante et encore là, au niveau, oui, la dignité ontologique. Parfois, dans nos sociétés plus contemporaines, où on voit une productivité, une efficacité, une valeur basée beaucoup plus sur ce que la personne est capable de faire, on tombe dans une ontologie peut-être un petit peu plus, dans une dignité, pardon, un peu plus sociétale. On l'entend parfois avec les personnes âgées, qui ont des troubles neurocognitifs majeurs, qui demandent de façon anticipée l'aide médicale à mourir, vont dire, ben, si un jour je n'ai pas les capacités maintenues de faire certaines tâches, ben là, je suis en perte de dignité. Donc, c'est une dignité vraiment sociale, à mon sens.
mais aussi les gens vont dire, ben, chacun a le droit de se donner une valeur, de voir la valeur qu'ils ont. Effectivement, il y a une forme de dignité plus subjective à cet endroit-là, à ce moment-là, de dire chacun a sa vision. Il faut jamais oublier qu'au fond de tout ça, il y a une valeur humaine inaliénable à tous. Pourquoi aussi, ben, la dignité a été mise de l'avant dans un contexte d'après-guerre, au niveau des droits humains, ou de la Déclaration des droits de l'homme en 1948, on le voit bien, là, basé, oui, sur des idées peut-être un peu plus kantiennes, de dire chaque être humain, après les horreurs qu'on a vues dans les différentes, au niveau de la guerre, des expérimentations, que ce soit en Allemagne ou au Japon, on doit éviter à tout prix de refaire ces erreurs et d'arrêter la discrimination basée sur une valeur qu'on attribue par des considérations soit subjectives ou très relatives à une culture, mais dire non, chaque être humain a une dignité, fait partie de la communauté humaine et dont on doit respecter et éviter cette discrimination. Et ce qui me ramène à l'idée de vulnérabilité sociale, vulnérabilité comme basée sur la discrimination. Donc, plus on discrimine une personne, plus on augmente sa vulnérabilité. Donc, s'il y a déjà une vulnérabilité inhérente, de discriminer va encore plus augmenter cette vulnérabilité-là. Et notre rôle est de revenir en arrière, de dire non, on a le devoir, pardon, de respecter la valeur inhérente de la personne, donc sa dignité, et de la soigner, étant nous-mêmes vulnérables et à risque d'être dans une situation de ce genre un jour. Donc, est-ce que de parler de vulnérabilité, de fragilité, de vulnérabilité comme état rend-il la personne vulnérable et une meilleure situation de fragilité? Oui. Est-ce que ça devrait passer comme une situation seulement? Probablement pas, mais il faut faire attention. Donc, moi, je dis oui et non, ça dépend. Je vais finir sur ça ici, là, mais l'autonomie relationnelle et la vulnérabilité. Donc, c'est un impératif du soignant de reconnaître que la relation peut aider l'autre, un peu à l'image que je mentionnais au niveau de l'éthique du cœur, euh, et de reconnaître l'autonomie de la personne, mais une autonomie relationnelle, c'est-à-dire comme soignant, on présente notre perspective et comme aidant, reçoit les soins. Et c'est important comme soignant de réévaluer toujours cet impact-là et aussi du côté du soigné, de reconnaître que le soignant a ses propres vulnérabilités, ses propres limites. Donc, de rester empathique et respectueux de part et d'autre de la relation de soins. Donc, ici, là, c'est ce que je vais mentionner ici au niveau des objectifs de soins, de revoir aussi au niveau des objectifs de vie. Donc, on a le soignant qui va fixer des objectifs de soins avec la personne par rapport à ces objectifs de vie, donc où la personne veut aller, qu'est-ce qu'elle a réalisé à date, évaluer les risques et bénéfices, ou c'est disons peut-être plus médicale, des connaissances, des données probantes, mais l'autonomie doit être aussi, la personne doit être mise en balance face à l'expertise du soignant et avoir une décision vraiment partagée. Donc, je termine là-dessus. La fragilité observée chez soi et autrui amène le besoin de se respecter comme personne et de respecter l'autre parce que chacun a une dignité. La dignité, l'empathie et le cœur incitent aux soins. La situation de vulnérabilité est mise en lumière et réduite avec les soins. Donc, on la met en lumière, mais on essaie de ne pas l'augmenter, la situation de vulnérabilité, plutôt de la réduire et de reconnaître ce qui est de la situation et ce qui est de l'inhérence de la personne pour essayer d'améliorer les soins. Un équilibre entre la sécurité, donc les besoins, l'expertise, les risques et l'autonomie sont à maintenir. Puis l'équilibre entre les autonomies, donc l'autonomie des soignants, des proches. Donc soignants, j'entends ici les professionnels de santé, mais aussi les proches aidants et des différentes dignités là, de toutes les personnes humaines mises dans la relation doivent être prises en considération. Et voilà ce qui met fin à ma présentation. Merveilleux. Merci, Dr. Pajot. Merci mille fois vraiment pour une conférence formidable hein, qui nous montre l'importance de faire la distinction entre, comme tu as dit au début, la vulnérabilité et le vieillissement qui sont souvent traités comme des synonymes, puis qui est problématique de traiter comme des synonymes. Donc, un grand merci pour tout cela. Donc, je vous remercie sincèrement, chères étudiantes, chers étudiants, chers membres de l'auditoire, de votre attention. Ne manquez pas notre prochaine série de conférences publiques sur la vulnérabilité dans le cadre du séminaire de 2e et 3e cycle François et Rachel Routhier, Entre en vulnérabilité ou en sortir. Merci et bonne journée.